La marque France, un numéro spécial de la Revue française de gestion, publié fin 2011, coordonné par Jean-Noël Capferrer. Jean-Noël Capferrer, bonjour. Bonjour. Pourquoi penser la marque France? Parce que les autres y pensent. La marque, si vous ne la managez pas vous-même, elle est managée par les autres. Elle est managée par les concurrents qui disent l'Angleterre est une marque, USA est une marque, Japan est une marque, Korea est en train de devenir une marque, China va changer. Et si donc vous ne prenez pas en charge votre discours collectif, c'est-à-dire, ça veut dire quoi France, eh bien d'une certaine façon, c'est les autres qui vont le définir à votre place en votre défaveur. Parce que le fait que l'on parle aujourd'hui de marque n'est pas une démarche honteuse. J'ai vu qu'il y avait un article dans Libération en disant on est un journal et pas une marque. Ouais. C'est une. Je comprends. Typiquement français, comme non, ce n'est pas raisonnement. typiquement français. C'est le drame de la presse. D'accord. C'est le drame de la presse. OK. Une marque, ce n'est pas un déshonneur. C'est un système de valeurs qui, en gros, apporte une valeur ajoutée sur des supports différents, que ce soit du papier, que ce soit du digital, etc. Donc la marque France, c'est quoi ce machin qui peut peut-être nous apporter une valeur ajoutée, nous Schneider, nous Renault, nous Areva, nous Moët & Chandon, etc. Voilà. Donc la marque France, ce n'est pas le Made in France, on est bien d'accord sur ce point. Tout à fait. Alors le Made in France, c'est une préoccupation de valorisation de la fabrication dans notre pays. Mais reconnaissons-le, à quoi ça... C'est pas parce qu'on est fabriqué quelque part que ça devient un avantage client. C'est un avantage pays, c'est un avantage pour la sécurité sociale, c'est un avantage pour nos retraites, etc. Il vaut mieux que les choses soient faites ici qu'ailleurs. Mais le vrai problème, c'est en quoi ça devient un avantage pour le client final. Pourquoi le Made in Germany séduit? Parce que l'ouvrier de la Roure a été érigé en tant que héros éternel. Mais l'ouvrier de Boulogne-Billancourt a-t-il été érigé en tant que héros autrement que sur les bancs syndicaux français? Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Voilà. Demain, il va peut-être y avoir une grève au moment où les gens partent en vacances, une grève à la SNCF. En quoi le fait d'être fait en France produit-il de la valeur ajoutée? Alors, tout dépend du secteur. Dans l'agriculture, la France s'est érigée comme une espèce de Jourdain du bien manger. Donc, l'agriculture repose sur un modèle classique qui est celui du vin. Mon vin est meilleur parce qu'il est fait ici. Toi, ton vignoble, il est là-bas, il est donc moins bon. C'est un concept rural. Mais dans l'industrie, est-ce que le fait d'avoir été fait en France est une valeur ajoutée? On pense immédiatement à l'automobile, par exemple. Absolument. Donc, le Made in France, qui est un peu la définition objective de la valeur, la définition matérielle, il souffre parce qu'on ne l'a jamais érigé en tant que héros, à la différence de l'ouvrier japonais qui a été érigé en tant que héros, de l'ouvrier coréen qui a été érigé en tant que héros, mais le nôtre, nous. Nous, c'est Zola, vous voyez. OK? C'est Zola ou les grandes grèves. Bon. En revanche, le conçu en France, c'est là qu'on va mettre en avant tout ce qui nous flatte notre intellect et notre, notre fierté nationale, c'est-à-dire le côté brillant, le côté créatif, etc. Voilà. Donc, fondamentalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que nos industries, qui n'ont pratiquement pas besoin de la marque France parce qu'elles sont la marque France, c'est l'industrie créative, elles se vendent bien, c'est LVMH, c'est aussi nos ingénieurs les plus brillants, etc. Mais il y a tout un pan de la société, qui est la société industrielle traditionnelle, qui lui va mal. Et il se dit, mais peut-être que le fait de dire France va nous sauver. Eh bien, je ne le crois pas. Vous ne le pensez pas? Je ne le pense pas parce que fondamentalement, la marque, c'est une promesse. La question, c'est est-ce que nous avons actuellement une production qui est à la hauteur de la promesse? Je prends un exemple. Renault. On est très content d'avoir Renault, qui a été sur le plan stratégique, vous êtes un grand stratège, un précurseur des alliances avec Nissan, etc. etc. Bon, on va dire, c'est une grande marque. Je n'en sais rien. Parce que fondamentalement, comme vous le savez, dès que vous sortez de la France, Renault, les fameuses Logan, les fameuses Dacia, sont à la marque Renault quand vous allez au Brésil. Donc, fondamentalement, en quoi la France a-t-elle à s'enorgueillir d'avoir notre constructeur numéro 1 qui vend sous la même gamme, dès lors qu'il n'est plus en France ou en Roumanie ou en Turquie ou en Russie, une gamme qui va du low cost à ce qu'était la Velsatis. Donc, il n'y a pas de logique de marque, il y a une logique de constructeur. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument.
Et ça, c'est qui est dramatique. Donc le problème, c'est, moi ce que je dis, c'est que c'est bien d'avoir une métamarque qui est la marque France. Voilà. Dans certains secteurs, l'agroalimentaire, l'énergie, les transports, éventuellement la culture, le luxe, l'éducation, etc. Mais ce dont on souffre actuellement, hein, qu'est-ce qu'on voit, c'est l'industrie. Or, le problème, c'est que, quelque part, on ne peut pas avoir une marque qui promet des valeurs extrêmement sexy, etc., et une production qui ne l'est pas. Vous avez le sentiment que les responsables politiques aujourd'hui ont conscience de ces enjeux ou... Oui, alors sûrement. Non, attendez, alors, tout le monde en a conscience. Seulement, soit on dit la vérité, soit on joue, on fait de la politique. La politique, c'est de dire on peut tout changer, il suffit de, etc. Bon. Je vais prendre un exemple, Audi. Voilà. Audi fait rêver actuellement tous les cadres supérieurs, etc. Il y a 30 ans, personne ne voulait acheter une Audi. C'était une sous-voiture. Que s'est-il passé? Eh bien, Piech, patron de, comment dirais-je, Volkswagen, a dit à un moment donné, il me faut une marque dans le groupe Volkswagen qui soit supérieure à Mercedes et à BMW dans 30 ans. Il n'a pas dit, vous avez 5 ans pour réussir. Donc cette fameuse premiumisation, c'est-à-dire mettre l'industrie française, ou une partie de l'industrie française, Schneider Electric y est déjà. Mais Schneider Electric, quand je me rencontre M. Tricouard, il me dit, généralement, je suis très content. Voilà. Bon, donc, limite, la marque France, il ne sort pas le drapeau, si vous voulez. L'important, c'est qu'il en fasse un numéro 1 dans son secteur. Et il a raison. Comment faire que l'industrie, si vous voulez, se premiumise? Mais on doit avoir le courage de dire que s'il a fallu 30 ans à Audi, pourquoi il faut 30 ans? Parce qu'il faut perdre les clients. Il faut que les clients aient tous disparu pour les remplacer par d'autres. C'est comme une transfusion sanguine. Sauf que ça prend plus de temps. Deuxièmement, les modèles se remplacent tous les 6 ans, donc ça prend plus de temps. Mais il faut avoir le courage de dire que cette premiumisation, elle ne va pas se faire immédiatement. On connaît la voie. La question, c'est comment accélérer, mais ça ne va pas se faire en 5 ans. Ça ne va pas se faire en 4 ans. C'est pour ça que les startups et, comment dirais-je, tout le digital, c'est extraordinaire, parce que là, on part de rien. On est d'emblée dans l'industrie créative, on est d'emblée dans l'industrie culturelle, on est d'emblée dans le monde du futur, si vous voulez. Ce qui signifie qu'il pourrait y avoir transformation grâce au numérique de la marque France elle-même? Oui, parce que une marque n'évolue que lorsque ses symboles évoluent. Si on dit la marque France, c'est la marinière, on la tue tout de suite. Hein. Vous êtes d'accord? Le message est fort. Non, mais attendez, on est tout à fait d'accord. Voilà, parce que là, on ne fait que renforcer le stéréotype, la France, le parfum, absolument, la tour Eiffel, la marinière, la baguette. Bon, on va en mourir, on va en crever de ça. Absolument. Vous êtes d'accord? Si, ça va faire vivre une partie du business. Mais l'industrie n'a que faire de ça. Voilà. Donc il va falloir trouver des nouveaux, ce qu'on appelle des prototypes, parce que la marque se construit à partir de l'expérientiel. Bon, or, effectivement, il va falloir remplacer toutes ces images qui sont émergées et qui commencent à faire, je dirais, envoyer des messages assez négatifs, par des symboles nouveaux. Et ces symboles, c'est nos légions. Ça va être qui nos légions? Ça va être les industries qui vont gagner demain. C'est elles qui vont bâtir la marque France et il faut tout miser sur elles. Donc au fond, c'est déjà aussi se mettre en mouvement, se penser en mouvement et absolument. Se projeter. Et c'est déjà utiliser les légions qui sont nos entreprises, qui sont déjà sur les secteurs de demain. Et manager, mais là ça sort totalement de mon domaine de compétences, manager les transitions sur les secteurs de la planète hier. Bien sûr. Bon. Et les industries qui auront besoin de se premiumiser, ne pas faire croire que ça va se faire en 3 ou 4 ans. En revanche, se souvenir de Piech. Je l'ai appris de la part des gens d'Audi, il nous a dit, vous n'allez pas réussir avant 25 ans, les gars. Il fallait d'abord sortir la Quattro. Quand vous sortez la Quattro, déjà, vous faites changer les choses. Voilà. Donc, on a besoin de Quattro, nous. Mais ça ne va pas sortir immédiatement, parce qu'entre le moment où vous avez l'idée et le moment où elle sort industriellement, etc. Mais il n'y a pas d'autre solution. Jean-Noël Capferrer, pour conclure, après la marque France, demain, la marque Europe. Alors, la marque Europe, pour l'instant, elle n'est pas une marque. Elle est un conglomérat, elle est une organisation, elle est un marché et qui paradoxalement existe plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est intéressant comment elle est critiquée à l'intérieur parce qu'il y a un conflit d'identité, vous le savez très bien, alors qu'à l'étranger, la notion d'Europe existe. De même que nous, on parle de l'Asie. Vous voyez, quand vous êtes en Asie et que vous dites qu'il y a des gens qui parlent de l'Asie, quel rapport y a-t-il entre la Malaisie, comment dirais-je, même l'Inde qui hésite à dire qu'elle est asiatique et la Chine? Cela dit, cette construction existe déjà à l'extérieur. Bon. Mais elle existe déjà un peu comme un ectoplasme. Donc il faudra lui donner un sens, aux deux sens du terme, c'est-à-dire vers où elle va, hein, et est-ce qu'elle est capable de se manager, parce qu'une marque qui ne se manage pas, c'est dramatique, hein, et deuxièmement, quel est le bénéfice qu'elle propose. Et là, il y a énormément de choses.
parce qu'il y a un stock incroyable. Bon, l'Europe, malgré tout, a dominé, a été le soft power du 18e, 19e siècle, d'une certaine façon, avant de passer le legs aux États-Unis, et bientôt à d'autres, mais, comment dirais-je, toujours tangible, intangible, tangible, intangible. Notre message est éternel. Jean-Noël Cap-Ferrer, je vous remercie. La Marque France, un numéro spécial de la Revue française de gestion. À lire. Absolument. Merci. Au revoir.